tout ça parce que la vidéo que j'avais enregistrée, je l'ai malheureusement postée. Je l'avais postée en non répertorié, donc ça marchait pas très bien. Mais cette fois-ci on est parti et ça va être absolument génial. Je suis trop content, j'espère que la qualité vous plaît. Il reste forcément quelques réglages à faire qui seront faits petit à petit. Petit à petit. Mais pour célébrer le début de cette nouvelle ère, je vous propose rien d'autre qu'un thread d'horreur. Et j'ai cru comprendre que ça vous plaisait. On est donc parti pour la première histoire qui s'intitule La pire nuit de ma vie. Le contexte. J'avais 19 ans. Je venais de déménager à Agen pour entamer ma première année d'études supérieures. C'était un dimanche vers la fin du mois de septembre 2015. Il faisait déjà très sombre le soir, voire presque nuit. Je rentrais de Toulouse après avoir passé un week-end de fête pour l'anniversaire d'une amie. J'avais choisi de prendre un train tard le soir pour rentrer à Agen afin de profiter de mon après-midi à Toulouse avec mes copines. Je venais d'arriver à la gare d'Agen vers 21h50 et je devais encore marcher 30 minutes pour arriver jusqu'à chez moi. Étant nouvelle sur Agen, c'est la première fois que je traversais la ville en pleine nuit. De toute ma vie, je n'avais jamais eu de problème avant. Je n'étais donc ni inquiète, ni effrayée de rentrer chez moi toute seule, à pied, en pleine nuit. L'histoire. En sortant de la gare, j'ai aperçu un petit groupe de gars qui fumaient face à la gare. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai enfilé mon casque, mis ma musique, et j'ai commencé à avancer pour rentrer chez moi. La seule trajectoire que je connaissais pour rentrer chez moi à ce moment-là était une longue ligne droite, puis tourner à gauche au parc de Palissy, et encore une longue ligne droite. Simplissime. J'étais toujours sur ma première ligne droite, mon casque sur la tête. Les éclairages étaient encore bons, mais je voyais que plus loin ils commençaient à se dissiper. Et je ne l'avais pas prévu. Mais pour le moment, ça ne posait pas de problème. Je me suis alors aperçu que quelqu'un marchait derrière moi. Il portait un pull gris foncé avec la capuche sur la tête. Il rentrait probablement chez lui. Lui aussi. 15 minutes de marche plus loin. Le gars était toujours là. L'éclairage s'estompait peu à peu et je sentais que quelque chose n'allait pas. Le stress a commencé à monter en moi. J'ai essayé d'ignorer et bêtement, j'ai commencé à monter le volume de mon téléphone pour me focaliser sur la musique que j'étais en train d'écouter. Près du parc, l'éclairage était presque inexistant. Je commençais vraiment à angoisser car le gars était toujours en train de marcher derrière moi. J'ai commencé à accélérer la marche. J'avais le choix soit de traverser le parc ou soit de le contourner. Pensant au pire, je me suis dit qu'il fallait mieux que je reste sur le trottoir pour longer toutes les habitations du centre-ville. Juste au cas où, il y aurait bien des gens pour entendre ou voir quelque chose dans la pire des situations. Non. Par peur et par sécurité, j'ai décidé de contourner le parc. Lui a décidé de couper par le parc, ce qui lui a fait gagner un peu de distance. Malgré le noir, je voyais sa silhouette avancer dans le parc et je pouvais apercevoir qu'il se retournait toutes les 2 minutes presque pour voir où j'en étais. J'ai marché très vite, toujours plus vite, pour prendre de la distance. Car plus je le voyais avancer, plus j'avais le sentiment qu'il allait finir par me rattraper à la sortie du parc. J'ai réussi à prendre un peu de distance et j'ai maintenu ma vitesse de marche. J'avais très peur. Il n'y avait plus du tout de lumière. Il faisait vraiment tout noir. Je n'osais ni courir, ni me retourner. J'avais peur qu'il se mette à me courir après, et surtout qu'il me rattrape. J'avais peur de voir et de connaître la distance à laquelle il était, et qu'il voie ma peur. J'avais peur, et je préférais me focaliser sur ma marche et ma vitesse. Je voulais rester discrète, mais l'angoisse était tellement forte que j'ai commencé à pleurer. Je faisais tout pour ne pas faire de bruit, pour ne pas qu'il m'entende pleurer.
C'était la première fois que je le voyais d'aussi près et aussi bien. Le monsieur qui m'a rejoint m'a expliqué qu'il tenait le bureau de tabac dans la rue d'en face de la gare et qu'il s'était en train de fermer au moment où je suis passé. Lui aussi était persuadé que le gars qui me suivait me voulait du mal. On est resté assis sur le trottoir, près de 30 minutes le temps que je reprenne mes esprits, et il m'a gentiment raccompagné jusqu'à chez moi. Le monsieur, lui, pensait que je ne m'étais pas du tout aperçu que le gars me suivait. Il m'a raconté plus tard que le gars s'était mis à courir quand on était dans le noir complet et qu'il était vraiment très proche de moi. Le monsieur s'est mis à crier et le gars qui me suivait a ralenti d'un coup. Il allait certainement faire quelque chose, mais le cri du monsieur l'en a dissuadé. De mon côté, j'étais devant, beaucoup trop effrayé pour me retourner et la musique à fond dans mon casque. Je n'avais rien entendu de tout ça. Pour finir, je reste persuadé que ce monsieur m'a sauvé la vie. Après ça, je n'ai pas réussi à sortir seul le soir pendant plusieurs semaines. Une semaine après l'événement, je suis allé dans le bureau de tabac du monsieur avec des fleurs et du chocolat pour le remercier. On s'est tous les deux mis à pleurer et les gens présents dans le bureau de tabac l'ont applaudi. C'est la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle vous a plu. On passe tout de suite à la deuxième histoire. Pourquoi s'en priver? On est sur une si bonne lancée. Celle-ci s'intitule La canette. La canette de Monster qui sauve des vies. Bon, je m'appelle Isaac. J'ai 22 ans et je vais vous raconter la seule histoire de ma vie méga bizarre mais qui a failli me tuer. Enfin, je le pensais sur le moment. Plus j'y pense, plus je me dis que c'était évident. Mais sur le moment, je me suis quand même rendu compte de rien. C'était il y a 3 ans et demi, je crois. Je vivais en colocation à l'époque avec un gars plus âgé que moi. Il était policier. Il s'appelait François et c'était très bien comme ça. Ça nous a arrangé tous les deux. What? Oui d'accord, ok, ça nous a arrangé tous les deux. Bon, j'imagine que le mec est homosexuel. Aucun souci avec ça, évidemment. Et puis, c'était un peu vivant dans l'appart au moins. J'avais décidé de déménager, mais c'était vraiment pas pour tout de suite quoi. Bon non, en fait je retire tout ce que j'ai dit, je crois que j'ai rien compris du tout. Je sais pas s'il est homosexuel ou pas. Toujours est-il que il vit avec François en colocation. Un soir, je tape la meilleure insomnie de ma vie. Retenez ce détail, c'est super important. Je me couche pas, je finis par ne pas dormir, et bim, il est déjà 9 h du matin. Je faisais régulièrement des insomnies, à ne pas dormir et tout, mais là, je sais pas, c'était étrange comme sensation. À l'époque, je dormais sur le canapé lit et mon coloc dans la chambre. Et je sais pas, je ressentais ce truc bizarre qui te tord le ventre. Bref, je vais acheter une canette de Monster Energy. Toi-même tu sais, insomnie, j'avais besoin d'énergie, lol. Il est 10 h 30, je bosse de chez moi donc tout va bien, j'ai le temps. Je rentre et mon coloc est censé déjà être parti, mais il fait noir dans la chambre et les volets sont fermés. Je me dis qu'il doit être malade et qu'il a dû prévenir son boulot que c'était pas possible pour lui d'aller au taf. Je rentre dans sa chambre, il faisait tout noir, je n'ai pas osé allumer et je lui ai demandé s'il allait bien tout doucement pour ne pas le gêner. Je sentais un truc bizarre, mais je savais pas quoi. Il m'a pas répondu et m'a juste fait une sorte de mini grognement pour me signifier laisse-moi dormir quoi. Il avait la tête dans la couette parce qu'il devait avoir froid et il avait juste le front et les cheveux qui dépassaient de la couette. Je vous le répète, mais j'étais dans le noir, je ne le voyais pas. La journée se passe, il reste allongé dans le lit toute la journée donc je me dis qu'il doit vraiment être malade. Je fais une sieste de 1 h 30 sur le canapé, vers 13 h 45, 14 h à peu près. Et quand j'ai su ce qui n'allait pas, je m'en suis voulu d'avoir fait cette sieste parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé, mais ça aurait pu être très grave. Étant donné que je suis insomniaque,
tiens, mon coloc qui rentre de plusieurs jours chez lui. Enfin, plutôt chez des amis à lui. Alors certes, il est là devant moi, mais je ne me rappelais pas qu'il était en vacances. Pour moi, il travaillait simplement. Et là j'ai compris ce qui se passait. Je demande à mon coloc de sortir avant qu'il ne rentre. Je ferme la porte à clé de l'extérieur et lui explique que depuis le début de la journée, il y a quelqu'un dans son lit. Il est policier, mais malheureusement c'est interdit pour lui d'avoir son arme de service sur lui. Il décide de rentrer tout de même et d'aller voir. Et moi pendant ce temps, toujours devant la porte, j'appelle la police. J'étais vraiment pas bien. Je transpirais énormément, j'étais épuisé. Tout était dur à faire à ce moment-là. La police me dit qu'il arrive dans 10 minutes et qu'on doit attendre devant la porte. Et évidemment, je rentre pour voir si tout va bien pour mon coloc. J'arrive dans la chambre et là je vois que mon coloc a assommé le mec qui dormait avec la canette de Monster que j'avais achetée. L'homme qui était dans le lit, je ne le connaissais pas du tout et mon coloc non plus. Il avait le visage creusé, des cernes absolument énormes, une grosse moustache. Enfin, un mec vraiment pas beau à regarder quoi. Bref, la police arrive, l'embarque, et d'après les policiers, c'était un mec recherché pour larcin, agression sexuelle, et il était sous l'emprise de stupéfiants quand il était chez moi. C'est la première fois que j'écris sur reddit.fr, je suis vraiment content que cette communauté continue de grandir. Moi j'ai déménagé depuis, dans un appart où étrangement j'ai en visu toutes les pièces de l'appart à partir du salon, et ça, c'est plutôt rassurant, je dois l'admettre. Merci d'avoir pris le temps de lire, et désolé s'il y a des fautes, j'écris cela suite à une insomnie qui m'a fait me rappeler de cet événement. Waouh, on a deux histoires très bien pour commencer. C'est topissime. Et on va partir directement sur la troisième. Et ouais, qui s'intitule Des vacances. Des vacances cauchemardesques. Cauchemardesques. Bonjour à tous. Il y a 2 ans, avec ma meilleure amie, nous avions envoyé notre histoire de vacances à un youtubeur. Nous ne comptions pas spécialement la mettre sur Reddit, mais après ce qui vient de nous arriver cet été, nous avons décidé de partager cette histoire à un plus large public, afin que vous en ayez tous les détails, puisque nous allons aussi vous raconter ce qu'il vient de nous arriver dans un prochain post. Je m'appelle Anne. À l'époque des faits, j'avais 26 ans. Je suis tout à fait normale et ne crois pas spécialement aux histoires paranormales. Enfin bref, je ne pensais pas qu'un truc comme ça m'arriverait un jour. Je suis prof et j'ai rencontré il y a 2 ans, au travail, une collègue, Florence, avec laquelle le courant est de suite passé. Et nous nous voyons souvent en dehors des cours. Et comme ce sont actuellement les grandes vacances, elle m'a invité à venir passer quelques jours dans la maison de ses parents qui sont en voyage dans le sud, dans la campagne autour de Toulouse, un petit village qui s'appelle Lautrec. La maison est super, très grande avec une piscine, un grand jardin qui donne directement sur des champs, et c'est la dernière maison au bout d'une impasse. J'y suis donc allé et on a passé quelques jours super, piscine, cocktail, bref, des vacances quoi. Un soir, alors qu'on regardait un film à la télé, je suis allé dans la chambre chercher mon téléphone qui chargeait sur ma table de chevet, et on laisse les fenêtres ouvertes le soir pour faire entrer la fraîcheur. Bon, il n'y a pas trop de risque car c'est un coin calme. Il y a des espèces de barreaux en fer forgé aux fenêtres du couloir, et les autres fenêtres sont équipées de moustiquaires. Donc, je vais dans la chambre, et je vois qu'un des 2 panneaux de la moustiquaire, qui est donc en 2 parties, est tombé. Je ne m'en formalise pas plus que ça et retourne voir le film. À la fin du film, on va se coucher avec ma copine. On a chacun notre chambre séparée par la salle de bain. Et elle me dit qu'elle va refixer la moustiquaire, parce que ça arrive souvent qu'elle tombe. Sauf que la moustiquaire est bel et bien toujours fixée à la fenêtre. Sur le moment, je me dis que j'ai du mal voir et je vais me coucher. La nuit se passe normalement. J'entends plusieurs fois des bruits dans le couloir. On dort porte et fenêtres ouvertes pour faire des courants d'air car il fait chaud. Mais j'ai pensé que c'était Florence qui allait à la salle de bain, ou son chat qui a l'habitude de faire le fou la nuit. Un moment, j'entends du bruit dans ma chambre et j'ai peur que Poupée, le chat de Florence, se soit enfermé dans le placard. Alors je me lève, un peu embué je l'admets, et je vais ouvrir le placard. Poupée n'était pas là. Mais au moins, elle ne peut
tu me réveilles à cette heure-là? Bon, viens, on va remettre des croquettes dans la gamelle. Bon, évidemment, il n'y avait pas Poupée, mais je me suis levé le plus calmement du monde alors que mon cœur battait à 3000 à l'heure. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un sous mon lit et je me dirige vers la chambre de Florence. J'entre, j'essaie de fermer la clé, mais la clé n'est pas sur la porte. Je réveille Flo en lui disant vite de me donner la clé de sa porte. Elle est dans le gaz, donc elle me dit que la clé de la porte d'entrée est dans le vide-poche. Mais je lui hurle dessus. La clé de la porte de ta chambre. Elle se réveille pour de bon et me dit qu'elle est quelque part sur le bureau. À ce moment-là, on entend bouger dans ma chambre. Mais genre, bouger vraiment, débrouille pas. On est pétrifié. Je me dirige vers le bureau, Flo s'est allumé, mais dans la panique, elle comme moi on n'arrive à rien. On est super maladroite. Elle allume, je trouve la clé, on entend les pas se rapprocher, je cours vers la porte, je la ferme à clé pile à ce moment-là. On voit la poignée de la porte se baisser et quelqu'un essayer de pousser la porte. On se regarde toutes les deux. On n'arrive pas à parler tellement on est horrifié. Et quand l'intrus essaie d'ouvrir la porte, on a peur qu'il essaie de la défoncer. Je demande à Flo de prendre son téléphone et d'appeler le 17, car mon téléphone est toujours en train de charger dans ma chambre. Elle essaie d'attraper le sien sur sa table, mais il n'y a que le chargeur qui est resté branché, et plus de téléphone. Et là, on entend un rire glaçant derrière la porte. Il avait dû entendre notre conversation. Je me dis alors qu'il n'est pas censé savoir qu'on est prof. Et je dis, Flo, ton téléphone pro n'était pas resté dans ton sac à dos. Évidemment, elle n'a aucun téléphone pro, mais elle comprend immédiatement tout de suite ce que j'essaie de faire. Elle me répond, mais oui, j'y pensais plus, je vais le chercher tout de suite. Elle ouvre un placard et fait du bruit comme si elle cherchait dans ses affaires. Et là, on imite aussitôt une conversation avec la police. Plus de bruit dans le couloir, mais on entend une voiture démarrer en trombe au bout de l'impasse. On est encore resté enfermé une bonne heure, et après on est sorti de la chambre. On a attrapé sur le mur du couloir un sabre d'ornementation, et comme on ne trouvait pas nos téléphones, on a couru jusqu'à la voiture avec le sabre, qui ne nous aurait servi à rien puisque c'est un objet de déco, et on a roulé jusqu'à la gendarmerie. Enfin, on a essayé, car on s'est rendu compte que les pneus avaient été lacérés. On est ressorti, on a couru jusque chez le voisin, Rémi, le plus proche que mon ami connaissait bien, et qui nous a ouvert. Heureusement. Quel soulagement. C'était indescriptible. On avait enfin le sentiment d'être en sécurité. Plus tard, la police est arrivée. Ils nous ont fait signer des constatations, mais l'enquête n'a jamais donné de suite. Ils ont relevé les empreintes, mais rien de nouveau. L'inconnu devait avoir des gants. Par contre, ils ont retrouvé par où l'individu était entré. Il s'est vraisemblablement glissé par la petite ouverture qu'on avait laissée pour que Poupée puisse rentrer si elle le voulait pendant la nuit. Il avait mis un bout de bois pour maintenir le volet d'un peu plus haut et s'est glissé. Le lendemain, on a pris quelques photos avec le téléphone du voisin. Ce sont les pneus lacérés, le volet par lequel il est entré, et une photo de la petite Poupée, parce que c'est un chat mignon, donc c'est toujours cool. On a retrouvé nos téléphones dans la piscine. Il avait dû les y mettre pendant qu'on dormait pour ne pas qu'on puisse les utiliser. On est toujours un peu traumatisé par cette histoire, et on vérifie que Poupée est bien dans la maison le soir avant de tout fermer. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, Anne et Florence. Waouh! Pour moi, cette histoire